Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est Lire du Dire, émission littéraire. Je reçois aujourd'hui Pinar Sellek. Pinar Sellek, qui n'est plus à présenter, qui est une sociologue, qui est une écrivaine. Je dis féministe, oui, parce qu'elle l'est. Elle est militante pour les droits humains et elle est connue pour ses travaux sur les minorités. Alors aujourd'hui, elle vit en France. Elle est enseignante-chercheuse en sociologie à l'Université Côte d'Azur. Elle a obtenu la nationalité française en 2017, mais au bout d'un très long parcours qu'elle va évoquer auprès de nous. D'abord, je voudrais la remercier. Merci beaucoup, Pinar, d'être avec nous aujourd'hui, avec les auditeurs de Fréquence Paris Pluriel. Merci. Bien trouvé. Bienvenue, je dis toujours bien trouvé. Et surtout, faire une conversation avec toi, c'est un très, très, très grand bonheur pour moi. C'est adorable. Et écoute, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, tu as été arrêtée en 98, tu as été arrêtée, tu es restée longtemps en prison, tu as été torturée en prison. Ce combat n'est pas fini, on va raconter, on va expliquer ça quand même. Pour quelles raisons as-tu été arrêtée? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, j'en ai marre de raconter cette histoire. Si tu veux, c'est toi qui racontes très peu, parce que depuis 27 ans, on me dit de raconter cette histoire et c'est comme une torture. Mais je le fais. Mais vraiment, en général, si c'était pas toi, je ne ferais pas. Je peux dire trois mots. Oui, en 98, parce que tu faisais des recherches sur les minorités présentes en Turquie. Si je me trompe, tu me dis, ce sont les Kurdes, les Arméniens. C'est ça. Et que tu es sociologue, donc tu avais l'intention, tu as publié de nombreux livres, pas seulement de la sociologie, hein, tu as publié des fictions, mais là, en l'occurrence, tu étais jeune chercheuse et tu faisais des recherches sur les minorités et tu as été arrêtée en 98, tu as été emprisonnée et torturée au prétexte d'une explosion au bazar. Non. Alors vas-y. Moi, donc je suis une chercheuse et j'étais sociologue et je faisais une recherche sur le mouvement kurde. Donc, j'ai été arrêtée. On m'a demandé des noms des personnes que j'ai interviewées. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé et c'est pour cela que il y a telle solidarité autour de moi parce que ma recherche a été confisquée, ma recherche a été volée et la torture etc. Ça c'est une autre chose, mais moi j'ai été dépossédée de ma recherche. Et voilà, donc après la prison, tout ça, l'exil, et moi j'ai décidé, donc ils m'accusent du terrorisme, et ils font des types d'accusations toujours à tout le monde. Et moi j'essaye de ne pas jouer le jeu qu'ils m'imposent, donc je continue à chercher, je continue à faire tout ce que je veux. Et voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Et moi, je voulais bien. Aujourd'hui, c'était notre rendez-vous, chère Carole. Donc, on devrait parler de mes nouveaux surprises que je prépare, qui va aussi changer la donne bientôt. Ouais. Mais je ne dis pas, si tu me permets, parce que j'ai une sœur, moi, qui n'est pas une sœur biologique. Donc, elle est très connue, beaucoup plus connue que moi, mais on est au même âge. Mm-hmm. Et elle s'appelle Narguez Mohammedi. Mais Et oui. quand elle était en prison, elle m'a écrit
une lettre. Elle a fait un reportage avec moi. Et Mhm. depuis, on a tissé des liens très très forts. Après, elle est sortie conditionnellement, etc. Donc, nous avons continué notre amitié qui est une vraie sororité. Et je connais sa famille à Paris. Et surtout, je suis devenue très, très, très amie avec Ali Rahmani, son fils de 18 ans. Et donc, Qui est comme, avec nous, hein, qui nous a rejoints par oui, bonheur. Alors ça, c'est les miracles oui, du Zoom. Et puis parce qu'il faut dire qu'on enregistre cette émission aujourd'hui de manière un peu spéciale puisque tout le monde est loin les uns des autres et que oui, je voulais vous donner à tous la parole. Et grand merci, cher monsieur Ali Rahmani. Vous êtes le fils de Narges Mohammadi. Bonjour Et madame, merci beaucoup. merci à vous d'être avec nous. Pinar, je te laisse oui, peut-être. oui, je veux dire. Donc, comme c'était notre rendez-vous, mais comme ma sœur Narguez a été violemment arrêtée, incarcérée, donc elle va expliquer plus en détail. Et donc, on est avec beaucoup d'autres personnes, des défendeurs et défendeuses des droits humains. Donc, nous sommes vraiment depuis 3 jours, 4 jours maintenant. J'ai perdu la 12, notion du temps. le 12, hein, c'est Oui, ça, donc oui, 5 jours. 5 jours. Mais vraiment, j'ai perdu la notion du temps parce que, voilà, on ne vit pas de façon normale. On est en train d'écrire partout, alerter tout le monde, etc. Bien sûr. Et donc, j'ai dit que Ali doit être ici. Tous les auditeurs et auditrices doivent entendre Ali qui va raconter ce qui se passait là-bas. Et donc, Ali, c'est un génie qui a traversé Mhm. avec sa famille, avec sa sœur et son père et sa mère le feu depuis toujours, et ça continue encore. Son père, il était en prison plus de 14 ans, donc il n'entend pas, et donc ils ont fui en France, donc et leur mère doit être séparée de leur mère très très longtemps, et Ali, il est en train de finir le lycée. Il veut faire des sciences politiques et on va l'aider pour qu'il réussisse bien en France. Je laisse la parole à Ali. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé il y a 5 jours? Merci. Et surtout, si vous le permettez, cher Ali, rappelez pas en quelques mots, nous avons le temps pour nos auditeurs ce qui est arrivé à votre maman sur le long cours, hein, parce que c'est un parcours effroyable et magnifique en même temps. C'est un grand courage. Est-ce que vous pouvez? Bah oui, Seulement ce bien qui sûr que s'est je peux. passé il y a 5 jours, mais un peu plus général. Voilà. Je pense que également que c'est préférable, oui. Alors, il faut savoir que je suis le fils de Narges Mohammadi, comme ça l'a été dit, le prix Nobel de la paix 2023, et surtout une militante féministe iranienne. Ma mère a commencé à militer lorsqu'elle était très très jeune, lorsqu'elle avait mon âge, à l'université. Son engagement, elle s'est fait avec une vision déjà très féministe et elle venait à mettre en critique la société patriarcale iranienne. Par exemple, ma mère, lorsqu'elle était à l'université, elle ne pouvait pas faire des soirées, des organisations mixtes, filles et garçons. C'est quelque chose qui l'a révolté énormément. Et son engagement a commencé petit à petit comme cela. C'est des petits aléas de la vie qui englobent toute la société et qui véritablement mettent la femme dans un état de citoyen de seconde zone. Par conséquent, cet engagement a commencé extrêmement jeune. Et bien évidemment, il a continué. Elle a rencontré énormément de militants et de militantes. Elle a rencontré mon père avec qui elle s'est mariée. Mon père qui avait déjà fait énormément d'années de prison. Et leur mariage s'est véritablement fait dans la lutte. L'amour de la lutte et l'amour du combat. Lorsque je suis né, ma mère et mon père ont décidé d'un peu arrêter justement le militantisme pour se consacrer au vide de leur famille. Néanmoins, dans une société iranienne, sous le régime de la République islamique d'Iran, c'est quasiment impossible. Mon père s'est fait arrêter lorsque j'avais 4 ans. Ma mère, elle s'est fait arrêter lorsque j'avais 3 ans également. Et petit à petit, malheureusement, ils ont dû reprendre l'activisme et le monde politique.
C'était un engagement qui était très très dur. Comme l'a très bien rappelé Pinard, mon père a fait 14 ans de prison où il a été torturé, ma mère 10 ans, dont quasiment 1 an en isolement. Une torture très barbare, très sévère, qui laisse des séquelles irréversibles. Ça a été également le cas de mon père, le cas d'un ami que j'ai rencontré ici en France, en Belgique plutôt, et qui a fait également qui a été arrêté et qui a fait 1 an de prison en Iran, en isolement. Et voilà, l'engagement se fait de cette manière-là. En 2023, ma mère a reçu le prix Nobel de la paix, ce qui a été une grande distinction pour elle, mais c'est également une responsabilité qui est colossale et qui a un impact assez majeur. La République islamique d'Iran a renforcé justement la pression sur elle. Elle a été isolée, elle ne pouvait même plus parler avec son avocat pendant très très longtemps. Beaucoup de soins lui ont été refusés justement, et on a vraiment dû se battre pour avoir une liberté exceptionnelle il y a 1 an. 3 ans après sa libération de fin 2024, les belligérants, les bourreaux l'ont appelée et ont dit que justement elle doit retourner en prison car son sursis est terminé. Elle leur a répondu que si vous voulez ma liberté, vous devez venir la chercher. Je ne viendrai pas vous donner ma liberté moi-même. Pour revenir sur les événements qui ont eu lieu le 12 décembre, il faut savoir qu'en Iran, comme vous le savez, il y a énormément de militants courageux, exceptionnels qui combattent. C'est également le cas d'un avocat qui s'appelle Khosrow Ali Kurdi. C'est un homme qui a passé toute sa vie à défendre des militants et des militantes qui ont été accusés, torturés, mis sous pression par la République islamique d'Iran. Malheureusement, cette personne a été retrouvée morte dans son bureau dans des circonstances qui sont quand même très très floues. La famille accuse la République islamique d'Iran d'être à l'origine de cela, et ma mère et également énormément d'autres militants et de militantes ont été invités par le frère du défunt, Monsieur Jawad Ali Kurdi, pour lui rendre un dernier hommage. Lorsque ma mère s'est donc déplacée à Mashhad pour la commémoration, elle a tenu un discours. Le discours s'est fait dans une brutalité sans nom. Il y avait déjà 300 à 400 unités de répression de la République islamique d'Iran qui étaient sur le lieu. Lorsque ma mère est montée sur le podium pour prendre la parole, elle a été huée. Et bien évidemment, les belligérants, les agents de la répression qui étaient en moto ont commencé à activer leur moto justement pour que le bruit ne passe pas. Puis petit à petit, ils ont commencé à se rapprocher justement de la tribune. Un homme a interpellé ma mère en disant « Madame, leur objectif est vous devez à tout prix partir là maintenant tout de suite. » Ma mère est restée. Et lorsqu'elle les a vus venir devant elle, elle leur a dit mot pour mot « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme très courageux, Majid Reza Rahnavard, un homme qui a été tué en 2022 lors du mouvement Femmes Vie Liberté. » Et elle a dit que c'est justement ces personnes-là qui l'ont tué. Ces agents-là, ces agents du chaos. Et qu'elle ne partirait pas. Car ici, elle se tient sur le territoire de l'Iran, sur le territoire des hommes et des femmes courageux qui combattent pour la liberté. Après cela, elle a été interpellée, arrêtée. Elle a reçu plusieurs coups, mais ce n'est pas que elle. Il y a également 39 personnes qui ont été arrêtées, dont Sepideh Golian, une amie de ma mère. Et leur arrestation a été extrêmement brutale. Ma mère, dès qu'elle a pu passer un coup d'appel, elle a demandé à tous les avocats et avocates qu'elle avait à sa disposition qui se trouvent dans le monde de porter plainte et de faire la lumière sur cette affaire, qui montre encore à nouveau à quel point la République islamique d'Iran peut être brutale et répressive lorsqu'il s'agit de droits fondamentaux. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis qu'elle a passé ce coup de téléphone? Alors malheureusement non, et nous ne savons même pas où elle est à l'heure actuelle. Je dois également vous dire que ce n'est pas la seule chose qui m'inquiète. Je sais que ma mère est très forte et m'a véritablement légué un héritage et une responsabilité hors norme. Mais ce qui me fait également très peur, c'est de savoir qu'il y a également 39 autres personnes qui sont arrêtées. Et ces personnes-là n'ont pas le prix Nobel de la paix. Ces personnes-là, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas extrêmement très connues. Et la torture, la pression sur eux peut être énormément plus brutale. Et il se peut que la lumière ne soit pas faite. Que ces personnes-là soient encore plus isolées. Bien sûr, le prix Nobel de la paix est une responsabilité hors norme,
c'est quelque chose de difficile qui pèse énormément, mais néanmoins, c'est un tribune médiatique très, très important qui peut énormément servir. Mhm. Et vous pensez qu'ils vont faire pression sur votre maman avec ces gens, ces autres personnes qui ont été arrêtées, c'est possible? Oui. Certainement, oui. Et d'ailleurs, lorsque mon oncle est parti justement au commissariat pour avoir plus de nouvelles sur ma mère, l'une des questions que un des agents lui a posées, c'est qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Est-ce que ces enfants vont bien? C'est pour dire qu'en fait, la pression et la répression qui est exercée sur les militants et les militantes passe également par leur famille. D'ailleurs, c'est autant plus vrai lorsque nous sommes une femme en Iran. Vous savez, lorsque mon père a commencé à militer, sa mère lui a dit « Non, mais tu es un homme, tu dois construire ta famille, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ne va pas dans cela. » Lorsque ma mère a commencé à militer, ma grand-mère lui a dit « Non, mais tu es une femme, c'est pas ton travail, c'est pas à toi de faire ça. » Dans des sociétés patriarcales et théocratiques religieux comme en Iran, pour une femme, militer est encore plus difficile qu'un homme. Même dans cet axe-là. Et la responsabilité qui lui est donnée en tant que mère, les bourreaux de la République islamique d'Iran jouent énormément avec. C'est très, très malsain quand même de demander aux frères d'un arrêté comment vont ses enfants. C'est grosso modo, en fait, ces personnes-là ne doivent pas être arrêtées. Elle doit aller en France s'occuper de ses enfants, quoi. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vous atteindre en France? Alors, nous avons déjà été victimes de quelques intimidations. Ça a été le cas, par exemple, lorsque nous étions aux cérémonies du prix Nobel de la paix. Ma sœur a déjà été suivie à Paris. On a déjà été pris en photo par des individus, etc., qui étaient très louches et pas du tout amicales. Et par conséquent, néanmoins, ça s'arrête à des intimidations. Par exemple, ça va. Mais pour ma mère, c'est beaucoup plus compliqué. Et la République islamique d'Iran s'est montrée très, très brutale avec d'autres opposants politiques qui se trouvaient dans d'autres pays, notamment comme la Turquie, comme en Irak, comme en Syrie. Honnêtement, je dois le dire ici, moi et ma sœur, nous sommes quand même extrêmement chanceux d'être aujourd'hui en France et de pouvoir être la voix de notre mère en toute sécurité. Beaucoup de mes frères et sœurs, mes compatriotes, n'ont pas justement ce privilège-là. Je veux dire quelque chose, si tu me permets, Carole. Bien sûr. Je t'en prie. Et donc, moi, je suis vraiment fière de rencontrer Narguez et sa famille. Et, je me souviens quand elle était en prison, et avant d'être libérée de façon précaire, disons, avec une caution. Donc, elle était prix Nobel déjà, et on attendait d'elle de se taire, de sortir. Mais, donc, cette période-là, elle m'avait écrit la lettre, etc., donc je la suivais de très près. Elle faisait beaucoup de campagnes via ses avocats, via des personnes qui voient, et elle faisait des actions là-bas contre les exécutions qui se passaient, n'est-ce pas, à la prison Evin. Donc, elle utilisait le prix pour attirer l'attention sur les violences contre les autres personnes. Et quand elle est sortie de la prison, on s'est vu par Zoom, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit, non, moi je suis prix Nobel et il faut s'occuper des femmes qui sont condamnées à mort, etc. Maintenant, Ali aussi, il parle comme ça, c'est son fils. Donc, il dit que nous avons beaucoup de chance, etc. Mais non, beaucoup d'épreuves parce que, comme j'ai dit, son père ne peut pas entendre, ils sont dans des conditions assez difficiles. Mais ce regard collectif qui m'impressionne beaucoup. Ali, tu es toujours là? Oui, en effet. Excusez-moi. Oui, en effet, je suis toujours là. C'est juste, je désactive mon micro pour pas faire de bruit parasite. Alors oui, exactement. C'est ce que je disais justement. C'est véritablement l'héritage que ma mère m'a légué.
Et il faut être lucide, il faut bien le reconnaître. Beaucoup de mes frères et sœurs n'ont pas cette chance-là. D'ailleurs, je reviens justement sur la camaraderie. Comme l'a très bien dit Pinard, ma mère a un lien très fort avec, que ce soit avec Pinard ou avec d'autres femmes militants et militantes dans le monde entier. Vous savez, il y a un reproche qui est quand même très souvent fait à ma mère, qui est d'ailleurs un peu absurde. C'est quand on lui reproche de parler que du féministe, du combat du féministe. Or, le combat du féministe en Iran, et d'ailleurs même un peu partout dans le monde, c'est un combat qui est révolutionnaire, qui mène justement au changement du régime. Et comme très bien Pinard l'a expliqué, ma mère a mené également plusieurs combats qui se rapprochent plus ou moins, parce que c'est toujours lié du combat féministe. Par exemple, la question de la peine de mort, la question de l'isolement, la question de la torture sur les prisonniers et les prisonnières politiques, les VVS, les violences sexistes et sexuelles qui ont été subies en prison posées par les bourreaux. Donc oui, il y a une camaraderie qui est très forte entre toutes féministes dans ces combats-là, justement, dans ces combats révolutionnaires qui sont nourris par une volonté de démocratie et de liberté fondamentale. Et comment est sa santé? Alors, physiquement, elle va quand même assez mal, mais psychologiquement, elle est plus forte que jamais. Tout le soutien qui lui a été accordé, que ce soit par justement les ONG, que ce soit par les institutions, que ce soit en fait juste simplement localement par des groupes d'amnistie, par des bénévoles de peine, que ce soit américains, français, norvégiens, ça donne énormément de force. Parce que ce n'est pas simplement un applaudissement, le fait que je sois là, par exemple. C'est véritablement dire, en fait, nous sommes d'accord avec ton combat et nous te soutenons. Nous marchons avec toi, nous sommes à tes côtés. Et en fait, pour quelqu'un qui a subi 1 an d'isolement, c'est extrêmement réconfortant. Vous savez, la République islamique d'Iran, je l'ai dit, ils essaient d'isoler le plus possible justement les militants et les militantes. Le torture se fait sur tous les niveaux, psychologique, physique, mental, de toutes les manières possibles et des pires manières possibles surtout. Par conséquent, les soutiens et les tribunes, ça donne une force très conséquente et nécessaire. Et maintenant, alors, les orientations, là, on essaie de mobiliser, bien sûr, énormément de gens pour exiger sa libération. Où est-ce que ça en est? Et est-ce qu'il y a encore... qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà, est-ce que vous avez des nouvelles d'actions qui seraient en route? Je m'adresse à vous, cher Ali, mais également à Pinard, qui est aussi à la manœuvre dans cette histoire épouvantable. Juste aller une petite parenthèse que Pan Club a tout de suite réagi juste après cette violence. Et donc, il a fait une déclaration et nous attendons que Pan International aussi relaye en plusieurs langues cette première demande, c'est ça. Donc, il faut que Pan International relaye cette communiqué. Ils sont des associations d'écrivains. Je ne suis pas au courant, mais attendez juste 2 secondes. Est-ce que je peux aller mettre mon téléphone à charger parce que j'ai que 2% et je veux surtout pas que ça soit coupé. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Oui. Et on n'a pas parlé parce que Narguise a un livre aussi. Voilà, c'est ça. Parce que non. Oui, tu as raison. Donc, elle a publié. Elle a publié un livre, c'est en anglais, je crois, mais il est traduit en français, je crois. La mort blanche. Donc, elle raconte la prison d'Evin, comment, sans tuer, il tue toute l'organisation de la vie, tue les prisonnières et les prisonniers, et surtout les prisonnières. Donc peut-être on peut voir avec son livre. Est-ce que Ali, tu as le livre de Narguise, La mort blanche? La mort blanche. Oui. Alors c'est la torture blanche, plus précisément. Ah, torture blanche, pardon. Oui, pardon. J'imagine on parlait du livre de ma mère, c'est bien ça?
Oui, oui, Oui. oui, oui. Je peux développer là-dessus? Oui, un peu. Alors, la torture blanche, c'est le nom que ma mère a donné à son livre pour désigner justement l'isolement. En Iran, la République islamique d'Iran joue énormément sur la propagande. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fait très généralement dans les régimes autoritaires et totalitaires. Néanmoins, la propagande est plus utile lorsqu'il n'y a pas de blessure sur le corps de quelqu'un. Par exemple, c'est lorsque nous attrapons un militant ou une militante et que nous voulons le traduire devant la justice, il serait toujours préférable de lui attribuer un crime assez scandaleux. Par exemple, espionnage pour le compte d'un pays étranger, attaque contre les intérêts de l'État, etc. Pour que cela fonctionne de la meilleure manière possible, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ces personnes-là en isolement. Pas pour 2, 3 jours, pour 25, 26, 27, 30, 60, 90. Et c'est une méthode qui est brutale, qui est déchirant, qui est chaotique, qui a un impact sévère sur les personnes malheureusement qui subissent ces tortures-là. Je peux parler d'ailleurs au nom de mon père qui aujourd'hui a certains problèmes psychologiques, il a des stress post-traumatiques. C'est également le cas de de notre cher ami en commun, Olivier. C'est également le cas des deux personnes, Cécile Colère et Jacques Paris, qui ont eux également été arrêtés et placés pendant un petit moment en isolement. Et, euh, et tout cela c'est un processus qui est bien connu, qui est bien documenté. Et ma mère est justement venue encore plus apporter de la connaissance sur cette documentation-là. Très bien. Et revient justement sur les témoignages des militants et des militantes qui ont été contraints à cette torture, qui ont été soumis à cette torture. Est-ce qu'il y a une traduction française ou c'est en anglais seulement? Alors oui, en effet, le livre est toujours disponible. Il s'appelle Torture blanche aux éditions Albin Michel. Ok. Pour toute personne qui a... Pour nos auditeurs. Oui. Merci beaucoup. C'est un livre qui est quand même assez difficile, vraiment, mais il est nécessaire. Il est nécessaire parce que ce qu'on vit, c'est difficile déjà. Ce qui sont en train de vivre est difficile. Est-ce que tu peux parler de la conférence de presse et la question de Carole, ce qu'on peut faire? Des suites, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les auditrices et auditeurs peuvent faire? Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Alors, dans un premier temps, je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est garder espoir. Comme l'a dit ma mère, la victoire n'est pas facile, mais elle est certaine. Il faut surtout pas perdre de vue notre combat, la raison de notre combat et surtout l'engagement de tous nos amis militants et militantes, activistes et avocats et avocates. Je pense qu'à l'heure actuelle, ma mère, bien qu'elle soit sous pression, n'est pas dans la situation la plus critique possible. Je pense qu'il serait peut-être plus préférable de parler des 58 autres personnes, des 8 autres personnes qui sont détenues. Et j'insiste véritablement là-dessus. Car oui, ma mère aura des séquelles, mais ma mère, je la connais, elle est forte, elle est courageuse, elle est brave, elle est habituée à ce combat-là, et elle a justement le prix Nobel de la paix qui lui permet d'avoir un soutien médiatique qui est conséquent. Mais par exemple, ce n'est pas le cas de Sepide Golion, une autre femme activiste qui a été arrêtée dans la même brutalité que ma mère, dans les mêmes conditions que ma mère. À l'heure actuelle, à l'instar de ma mère, nous ne savons pas où elle est à l'heure actuelle. Par conséquent, je pense que le soutien doit être universel, il doit être généralisé pour toute la société civile iranienne. Pas que pour le prix Nobel de la paix 2023. Vous savez, en Iran, il n'y a pas qu'un seul prix Nobel de la paix 2023. Toutes les femmes sont des prix Nobel de la paix. Oui, Est-ce que tu peux parler de Vériché et d'autres prisonnières qui sont condamnées à mort? Par exemple, il y a également le cas de... il y a également le cas de Nasrin Sotoudeh, qui est une activiste iranienne qui a été condamnée à mort il y a quand même déjà assez longtemps. Alors, c'est une menace qui est comme un épée de Damoclès. C'est pour faire parler, c'est pour pouvoir mettre la pression, etc. Mais malheureusement, c'est un risque qui est bien présent. Un risque qui peut tomber à tout moment et qui effraie toute la société, toute la branche de la société civile iranienne. Et moi, je pense à Pakshan Azizi. Je voulais dire Pakshan Azizi, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Parce que nous, on a, je sais que tous les recours, toutes les choses engagées pour Pakshan Azizi n'ont mené à rien. C'est ça qui est terrible. Hein. Malheureusement, oui.
Voilà. Donc, on continue le combat et puis en espérant certainement que de manière mondiale, les gens se mobilisent pour votre maman et puis pour les 38 autres personnes arrêtées. Voilà, merci beaucoup. Je vais revenir à Pinard parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé, Pinard. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez bien entendu rester avec nous pour participer à cette émission. Et puis, je voulais demander à Pinard, puisque j'ai évoqué toi aussi, Pinard, ton arrestation, et c'est normal que tu ne souhaites pas évoquer tout ça. J'ai également évoqué tes 2 ans de captivité, ta remise en liberté en 2000. Et puis ensuite, alors, il y a eu des acquittements, puisque tu es repassé au tribunal, tu as été jugé coupable et ensuite on t'a acquitté, on t'a rejugé coupable. C'est la torture blanche, c'est aussi ça. Oui, ça continue depuis 27 ans de cette manière-là, mais entre-temps, je suis sortie de la Turquie et donc je me suis un peu créé une garantie, mais maintenant la Turquie a mis une mandat d'arrêt international. Donc comme plusieurs femmes, dont Narguez, les États n'aiment pas les femmes qui veulent être libres, qui veulent parler, qui veulent s'exprimer et qui sont solidaires avec les autres. Tout à fait. Et là, donc, tu attends toujours un procès qui est maintenant une nouvelle forme de torture. Il est ajourné. Ton procès, ça fait 2 fois. Oui, la prochaine audience, c'est 2 avril. Donc, jusqu'au 2 avril, donc, il y a beaucoup de personnes qui vont à Istanbul pour participer à mon procès, pour montrer que je ne suis pas seule. Et moi, je serai à la Ligue des droits de l'homme le jour du procès. Donc, je vais, à l'instar de Dreyfus, donc je vais être avec mes solidaires et je vais apprendre la décision là-bas. Voilà. Et alors, pour parler de ton œuvre et de tout ce que toi, au départ, tu es chercheuse. Je dis pas chercheur parce qu'on met un féminin à ce mot. Tu es chercheuse et tu es sociologue, mais tu n'as pas écrit que des essais ou tu n'as pas fait que de la recherche. Tu es venue à la littérature. Pourquoi est-ce que tu es venue à la fiction? Je ne suis pas venue à la fiction, si tu veux. Tous mes livres ne sont pas traduits, donc en France, à partir de mes livres, on ne peut pas les suivre. Mais moi, donc, je suis connue en Turquie aussi comme une conteuse. Donc, j'ai beaucoup de livres de contes. Et après, j'ai des nouvelles publiées dans les revues, dans les journaux, et j'ai 2 romans. Mais surtout, moi, depuis toujours, je suis dans une écriture un peu de magie, un peu où il y a la magie dedans. Et même mes romans sont un peu comme des contes. Comme les contes pour les grands. Donc je garde toujours comment on dit, cette posture de conteuse. Et j'écris aussi des poèmes, donc j'ai plein de poèmes. C'est pas évident de les traduire en français. Pour moi, c'est l'expression poétique, musicale, artistique ou scientifique, ça montre des différentes dimensions et facettes de la vie qui est très complexe. Et nous avons besoin de tout faire. Moi, je n'aime pas être spécialiste de quelque chose. Parce qu'on nous pousse à des spécialisations
juste moi je fais ça, et même sous spécialisation, et quand on devient des parties de nos machines. Mais tu peux être universitaire, en même temps tu peux écrire des poésies, en même temps tu peux être solidaire avec les autres, donc voilà, c'est normal. Et tu peux arroser des fleurs, tu peux faire l'amour, tu peux manger. Donc il y a des choses, et des activités qui sont très très différentes. Donc moi je le fais. Et je crois que la chose qui me paraît, comment dire, qui m'est plus chère, plus, c'est écrire des textes poétiques. Donc ça peut être roman, ça peut être conte, etc. Et mais je ne sais pas comment vous dire. Les textes politiques, les essais ou académiques sont comme si je fais une conversation avec un ami. Mhm. C'est très bien. Mais quand la littérature, c'est comme si je fais l'amour, comme si je suis avec mon amoureux, je sais pas, c'est avec beaucoup d'émotions, etc. Donc les deux ne sont pas comparables et ne sont pas aussi. On peut pas substituer l'un sur l'autre. On a besoin des amis, on a besoin des amours et des émotions, etc. Tout, tout, tout. Voilà. Et donc, je continue à écrire de différentes manières. Ça Mhm. dépend au jour. Mais justement, tu associes dans tes écrits quand même, qu'ils soient fictifs ou pas, la sociologie, la littérature, mais aussi le militantisme. Tes écrits sont toujours militants. Euh, je pense au Fourmis Zinzine qui est sorti aux éditions. D'ailleurs, tu publies beaucoup aux éditions des femmes, Oui. voilà, qui est une maison d'édition très engagée. Et donc, ce sont toujours, de toute façon, il y a toujours cette base d'engagement, de militantisme. Oui, donc on écrit, ou on chante, ou on dit, on fait parce que on vit dans cette société, c'est la vie, on est en vie, et quand on est en vie, on réfléchit, on agit, et donc moi je suis une personne engagée. Engagée pour la vie et donc engagée pour les autres, surtout j'aime la liberté et je lutte contre les pouvoirs et les violences structurelles. Et quand tu as une sensibilité de cette manière et quand tu agis dans la vie, et ça a un impact dans ton écriture. Bien évidemment, je ne veux pas écrire des choses, même si je parle d'une fleur, mais il y a toujours ma sensibilité à l'autre, je pense. C'est ça l'engagement. Quand on dit militant, comme si c'est une identité, il y a des militants, il y a des écrivains. Non, mais juste on est sensible à l'autre. On peut être sensible à une fleur, on peut être sensible à quelqu'un peut arracher le fleur et moi je peux courir. Non, ne touche pas. Après, il peut me taper. Je peux subir une violence parce que j'ai soutenu la fleur. Donc voilà, c'est la sensibilité, je pense. Maintenant, je pense Narguez aussi. Bien Euh, sûr. et elle n'a pas vécu longtemps avec ses enfants, donc c'est ça. Et surtout, elle a vécu, mais avec son mari, ils ne sont pas vécus ensemble parce que son mari était en prison. Après, Narguez, elle était en prison. Donc, toutes ces personnes-là sont des personnes extrêmement sensibles à l'autre et moi aussi, leur sensibilité, Ouais. leur amour pour l'autre. Quand on n'est pas l'amour pour l'autre, on s'en fout et on, on s'occupe de notre truc. Et quand tu as l'amour pour l'autre, tu t'engages et tu oses. Mhm. Et c'est justement ce qui t'a valu, effectivement, tout ce qui t'est arrivé, c'est-à-dire ton engagement pour les Kurdes. Comment elle est la situation des Kurdes maintenant
Oui, donc peut-être on peut discuter ça une autre fois quand je vais vous raconter ce que Ah, je prépare bientôt. ah oui, donc tu te Et, prépares une surprise. oui, je prépare une surprise, mais je peux dire très très rapidement que j'ai fait un travail sur les résistances socioculturelles kurdes en Turquie. Et comment cette résistance dans les coulisses socioculturelles a monté, est montée sur la scène et qu'est-ce qui s'est passé après avoir après être monté sur la scène. Donc c'est un travail assez intéressant et qui est confisqué bien évidemment, mais même si ma mémoire est individuelle où ces mémoires fait partie de la mémoire collective générale des Kurdes et qui est vivant, qui résiste. Aujourd'hui, beaucoup de temps sont passés entre mon travail et aujourd'hui. Les Kurdes vraiment sont devenus une force sociale très important au Moyen-Orient, même en Europe, qui dit des choses, qui critique, qui résiste. Et moi, j'ai essayé de comprendre cette résistance et je suis tombée dedans. Donc, Mhm. je suis devenue ma recherche. Donc, je vais vous raconter ça. Et aujourd'hui, le mouvement kurde essaye de, de créer des conditions de paix en Turquie, donc en finir avec la guerre, de toutes sortes de violences qui se passent autour de ce mouvement. Et donc, le gouvernement turc est engagé en un processus, même s'il y a beaucoup de complexité. C'est le conjoncture internationale aussi impose ça, mais ça nous donne un demi-espoir pour peut-être les choses peuvent changer. Donc, Mhm. mais moi, je ne crois pas, je ne crois pas juste être optimiste et attendre, mais il faut que tout le monde rende visible cette tentative de paix, ce travail de paix, pour que cette demi-espoir devienne plus grande. Voilà. Et effectivement, la question, tu as aussi soulevé la question arménienne, c'est quoi? Là, aujourd'hui, le pouvoir turc est, on est bien d'accord, une dictature. Ouais, moi, je n'aime pas oui, dictatures. Vous savez, moi, comme je travaille sur des pays et je vois les complexités des choses, c'est un contexte autoritaire. C'est Mhm. une système, donc une dictature. Quand on fait des classements, les dictatures, ils ont comment dire, un caractère très autoritaire, même totalitaire, etc. Mais on ne peut pas les classer de la même manière que l'Iran, de la même manière que tel pays, tel pays. Il y a quand même un régime, même si ça ne marche pas. Donc je vais dire ça. Donc quand on utilise les termes très faciles, on dit dictature pour tout le monde. Après, on ne voit pas le fonctionnement. Un régime autoritariste, alors. Oui, oui. Moi, j'étais depuis longtemps, pas seulement ce gouvernement, depuis la construction de la République turque, et il y avait une construction nationaliste basée sur les violences des populations, et surtout non musulmanes. Donc, les génocides des Arméniens, après les massacres des Grecs, et après, ils ont dit à tous les musulmans, si vous dites turc, vous dites turc, on vous touche pas. Mais les Kurdes, ils ont dit non. Les, les comment dire en français?
d'autres populations chrétiennes des Syriaques Oui. qui ont dit non. Et dans ces cas-là, il y a eu des massacres énormes. Et sous cette massacre, ce pays s'est construit. Et donc, avec un négationnisme constant, avec une peur des trous noirs, etc. Et moi, donc j'ai grandi dans cet espace. Et je suis devenue féministe, j'ai compris qu'est-ce que c'était la hétéronormativité, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire la militarisation, militarisme. Donc j'ai trouvé des liens entre plusieurs mécanismes de pouvoir et mécaniques de pouvoir pour imaginer une vie libre dans ce contexte-là. Donc, il y a beaucoup de convergences de lutte, etc. Mais on va parler peut-être une fois quand on aura plus de temps. Oui. Mais maintenant, j'essaie à la fois continuer mon combat, mais à la fois être dans les solidarités internationales avec plein d'autres camarades et surtout femmes. Mais dans toutes ces personnes-là, Narguise a une place vraiment très très chère. Ce n'est pas parce qu'elle est prix Nobel, parce qu'elle est connue. En plus, c'est elle qui m'a trouvée. Donc c'est pas moi qui l'ai trouvée quand elle était en prison. Et parce que c'est une personne qui est vraiment tournée aux autres. C'est une militante qui nous montre, qui met la lumière à toute la société. Donc moi, je dois être avec elle jusqu'au bout. Et je vous appelle vraiment, chères éditrices, chers éditeurs, de faire quelque chose. Vous pouvez écrire des lettres au consulat. C'est ça qui est très bien. S'il reçoit des milliers de lettres, juste libérer ces personnes-là, ça peut être utile. Donc tout le monde peut faire quelque chose, à mon avis. Tout à fait. Et Merci. alors, pour finir, tu écris en quelle langue? Parce que, alors, est-ce que les titres de tes derniers livres, est-ce que tu peux nous évoquer de quoi ce qu'ils évoquent, de quoi ils parlent? Et surtout, cette question première, tu écris en quelle langue? En turc, évidemment. Alors, les livres académiques, par exemple, mon dernier livre, Chaudron militaire turc, c'est un livre aussi un peu académique, c'est un essai, mais c'est pour le public. Je l'ai écrit en français, donc les textes, mon écrit est beaucoup mieux que mon oral. Bon, c'est très bien, bah non. Mais la littérature, j'écris en turc, après c'est traduit. Donc il y a 4 livres traduits. J'ai à peu près en France 8 livres, je crois, 8 ou 9, je ne sais pas. Mais 4, c'est entre dans la littérature, donc La Maison du Bosphore, mes 2 romans, La Maison du Bosphore, Les Fourmis-Zinzines, Azucena ou Les Fourmis-Zinzines, et mes 2 livres de contes, donc je pense que c'est une grande littérature aussi, Berthe et les oiseaux et Alga les sorcières. Donc c'est des livres qui sont beaucoup réédités, qui sont mis en théâtre, etc. J'ai aussi d'autres types de livres, des essais comme Parce qu'ils sont arméniens ou Loin de chez moi mais jusqu'où. Mais tout le monde me dit que même si c'est des essais, ils ont une dimension assez poétique, assez littéraire aussi. Dire avec les mots, c'est important. C'est pas une poésie au sens large, mais tu peux porter la poésie dans la vie, dans partout. Je peux vous lire, si vous voulez, une petite extrait Oui. pour dire au revoir. Au début et à la fin, peut-être. Avec plaisir. Et je ne sais pas si Ali est encore là et qu'il a un extrait du livre de sa maman aussi. Oui. Alors, oui, bien sûr, je suis toujours là. Est-ce que je peux dire un dernier mot, si possible, également? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, peut-être on écoute Pinard bien sûr. lire et après on repart. Mais si, comme ça, on est cohérent. On t'écoute lire, Pinard.
Et ensuite, on donne la parole à Ali. Qu'est-ce que tu en penses? Et on lance un appel. C'est bien de finir avec mes mots, mais c'est bon. Donc je fais comme ça. Alors, tu préfères finir en lisant? Oui, Alors, vas-y, on fait ce que vous voulez. Alors, allez-y, Ali. Ok, très bien. Pinard, dans un premier temps, sache que tu as également une place très importante dans le cœur de ma mère, également dans le cœur de notre famille. Vraiment. Du coup, merci pour ça. Deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu as dit justement sur l'engagement des citoyens ici dans le monde libre, etc. En fait, j'aimerais rajouter quelque chose. Il faut savoir que c'est pas le prix Nobel de la paix qui a libéré ma mère. Ce qui a libéré ma mère, c'est le fait qu'en fait, lorsque, par exemple, le président iranien Pezeshkian était aux Nations Unies, aux États-Unis, un journaliste l'a interpellé en disant comment va Narges Mohammadi? Comment va le prix Nobel de la paix 2023? Par exemple, Pinar a dit quelque chose. Écrivez des lettres aux ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'en soi, ça nous paraît complètement idiot. Pourquoi faire ça? Mais lorsqu'un ambassadeur reçoit juste 20, 30, 40 lettres dans son rapport, il est dans l'obligation de dire, ben voilà, il y a 20, 30, 40 lettres de personnes engagées ou non, tout simplement citoyens dans ce pays-là, qui demandent la libération de Narges Mohammadi, de cette personne-là et de telle personne. Et cela, je le redis, c'est un impact colossal. Je le redis, ce n'est pas le prix Nobel de la paix qui a libéré ma mère, c'est le fait qu'en fait, il y a eu des engagements locaux, citoyennes, qui ont véritablement permis d'exercer une pression sur le long terme sur la République islamique d'Iran. Et cela a un impact déjà de un sur la République islamique d'Iran, mais également, je me répète, sur l'état du militant et du militante. Ce soutien-là, c'est indescriptible pour ces personnes-là. Du coup, merci beaucoup, Pinar. Merci beaucoup, madame, pour cette invitation, vraiment. Je vous en prie. Alors, écrivons, nous engageons tout le monde à envoyer une lettre à l'ambassade d'Iran à Paris, c'est ça? Oui, ambassade ou peut-être consulat, c'est le plus proche, les deux. Pour demander la libération de votre maman, Narges Mohammadi. Et des 39 personnes qui sont détenues. 39 personnes qui sont, ouais. Et des 39 personnes. Et moi, de mon côté, je m'engage aussi à écrire une lettre aux ambassadeurs de la Turquie pour demander la relaxation et en fait la fin de la pression juridique pour Madame Pınar Selek. Et j'invite toute personne à également faire la même chose, vraiment. Faisons ça également. D'abord, Nargis, dès qu'il sort, après, on va s'engager. Mais maintenant, il faut que Nargis sorte de la prison. D'accord? Les deux. Ça, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu peux lire une petite... Ah oui, on a oublié, Ali. Alors, le problème, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, je n'ai pas le livre à ma disposition, étant donné que je fais que de l'offrir à mes amis, à mes camarades, etc. J'espère un jour pouvoir également vous l'offrir à vous aussi. J'aimerais simplement finir sur une citation de ma mère que j'adore, que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je pense que ce serait une bonne idée de me répéter. C'est qu'en fait, la victoire n'est pas facile, mais elle est certaine. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui est très long. D'ailleurs, Pinar, tu l'as très bien dit. Tu as dit que tu es engagé pour la vie. Ma mère, c'est la même chose. En fait, en tant que féministe, vous êtes engagé pour la vie et pour toujours. Mais l'optique de ce que j'aime bien avec cette citation, c'est le fait qu'en fait, ma mère ne perd pas l'espoir. La victoire est difficile, elle prend du temps, il y a du sacrifice, mais elle est certaine. On gagnera à la fin. Et ça, c'est très, très parlant. Surtout pendant les moments difficiles où justement on est confronté à nous-mêmes et à l'isolement. Merci beaucoup. J'ai compris que Nargis a gagné en quelque sorte parce qu'elle a vraiment fait aussi un fils qui est si féministe que ça, donc ça m'a beaucoup touchée depuis que je te connais. Comment tu reçois toutes les idées féministe, comment tu réfléchis, ça me touche énormément. Alors, je vous lis juste dernière partie de... Les mots de la Zanzine aux chaussures rouges s'étouffèrent dans le bruit de la pluie. Goual ne l'entendit pas. Il sortit sa guitare et commença. A las barricadas, a las barricadas. Soudain, la pluie s'arrêta. Petite Azucena laissa le chien noir la prendre dans ses bras et se posa sur le petit tertre sous l'arbre. Goual continua. Susan, take you down to our place near the river. Le monde
c'était bien assombri ces dernières années. Mais la poésie trouvait tout de même sa voix et les fourmis zinzines se multiplient. Elles étaient aussi les abeilles, laissant partout leur miel, les mouettes guitaristes, les sirènes poétesses, les chiens rebelles, les cigales malines, les poissons peintres et les belles personnes, ceux et celles qui brûlent leurs costumes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, que la science ne domine pas. Au cours de cette courte vie, les gens peuvent apprendre à se tourner vers ce qui existe, à se lier d'amitié avec un oiseau libre, plutôt que croître et prospérer. Apprendre à aimer sans jugement, à s'alléger. Peut-être que la fête grandissante prendra tout le monde à son bord. Qui sait? Voilà. Merci beaucoup, Pinard. Alors, on va terminer. Merci beaucoup, vraiment. Ah ouais, c'est un extrait donc des Fourmis zinzines paru aux éditions des femmes. J'ai pas dit le début. C'est là où les fourmis zinzines. Voilà. Et est-ce que, pour terminer, tu veux remercier tes comités de soutien, tous les gens qui t'ont soutenu toutes ces années? Je n'arrête pas de me remercier. Je crois que la Turquie m'a condamné à remercier à perpétuité tout le monde parce qu'ils m'ont mis dans une position que comme si les autres m'aident, mais on ne remercie pas. Par exemple, moi je n'aime pas qu'on me remercie parce que comme si je fais une aide personnelle, mais la solidarité n'a pas besoin de... Mais je suis enchantée, je suis très contente, mais je le répète depuis 27 ans. Et la Turquie m'a condamnée aussi d'être demandeuse depuis 27 ans. C'est pas évident. Voilà. C'est pas évident parce que je rappelle aux auditeurs que tu peux pas sortir de France. Hein. Non, non. Tu peux pas voyager. Et aussi, j'ai d'autres menaces, etc. Donc voilà. Mais c'est comme ça et on continue, on fait des rencontres magiques comme avec toi, comme avec Ali. Donc on est heureux, on est heureuse parce que on sent cette magie dans notre vie. Et quand on se regarde, on sent la force, le plaisir et je pense que c'est plus important. Mais livre donc on va parler qui va sortir en février, ça s'appelle Lever la tête et peut-être on va discuter une autre fois autour de ce livre. Oui, c'est la fameuse surprise et qui est importante, Oui. Merci. Écoute, je vous remercie tous les deux, cher Ali, on est de tout cœur avec votre famille, avec votre maman. Et Pinard, on te soutient aussi. Restons hors des frontières, au cœur de la littérature et au cœur de l'humain. Voyons ça et soutenons-nous tous ensemble. Voilà, agissons. Et je rappelle aux auditeurs de Fréquence Paris Pluriel 106.3 qu'ils peuvent envoyer des lettres à l'ambassade d'Iran ou de Turquie pour demander la libération de Narges, on dit, Mohammadi et des 39 personnes arrêtées le 12 décembre 2025 ou demander à l'ambassade de Turquie que les poursuites contre Pinard s'arrêtent. Merci à vous deux d'avoir été avec moi. Ça fut un réel plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.